Chers téléspectateurs de Lorena TV, bonjour. Nous travaillons aujourd'hui sur une nouvelle émission Blabla Bouquin, une émission qui se passe dans les lieux, puisque en fait notre objectif actuel est de pouvoir travailler un petit peu hors les murs du musée Ascomémo. Alors musée Ascomémo, c'est association donc pour la conservation de la mémoire de la Moselle. Alors, Monsieur Philippe Bilmoudjo, je vous remercie de nous recevoir. Bonjour. Donc, c'est une association qui a été déclarée d'utilité publique il n'y a pas si longtemps par arrêté préfectoral en septembre 2017. C'est bien ça? Oui, oui. Vous êtes le fondateur, vous êtes aussi le concepteur de l'endroit. Donc, par ma petite documentation personnelle qui, je l'espère, est bonne, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de la vallée de l'Orne, de la vallée de la Fensch aussi, dont ce livre-là, qui est donc Les années noires dans la vallée de la Fensch. Donc on va le montrer tout à l'heure parce qu'il est un petit peu volumineux. Alors moi, je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé à écrire cela et les recherches en fait que cela vous a demandé, parce que je pense que c'est un travail vraiment considérable d'avoir pu... Voilà, c'est ça. Donc je voudrais que vous présentiez un petit peu. Alors, comme vous Et l'avez dit, ce sera une occasion de présenter. C'est également le musée, cet endroit qui est un endroit de mémoire où il faut s'informer continuellement pour peut-être un jour éviter les erreurs du passé, ce qui en fait n'est pas si simple. Non. Donc je vous laisse la parole. Alors, je vais vous faire un peu l'historique de l'association. Déjà, bon, effectivement, on est déclaré d'utilité publique depuis 2017, mais l'association, elle existe depuis 1989. Donc, vous avez parlé d'un musée Ascomémo. En fait, Ascomémo, c'est l'association qui gère le musée, mais son vrai nom, c'est Musée de la Moselle en 39-45. Parce que, en fait, le but, c'était, moi, depuis 1989, bon, j'étais jeune, hein, mais on a glané d'abord des témoignages, puis du matériel, puis des photos, et le but, c'était de mettre tout ça à disposition de tout le monde. Donc, on a été accueillis en 1997 par la ville d'Agonange, qui nous a fait évoluer. Au départ, c'était une salle. Après, ça a été 4 salles. Après, on a voulu s'appeler musée, donc on n'était plus aux normes. Et là, depuis 2021, on est donc installé dans ce nouvel écrin de 400 mètres carrés, où on a pu aménager effectivement nos collections de façon thématique, chronologique. Et l'intérêt, c'est surtout que c'est que du local. C'est-à-dire que c'est pas un musée que vous allez retrouver en Normandie. On évoque vraiment tous les drames nés de la guerre, de la guerre, mais en Moselle, c'est-à-dire d'une terre qui est entre deux pays, entre la France et l'Allemagne, et surtout la problématique de ce qu'on appelle l'annexion nazie. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut que l'histoire, elle serve au présent. Et quand on fait des visites guidées, souvent, on encourage les gens à faire des parallèles avec ce qui se passe actuellement, et ça peut nous effrayer. Donc, en même temps que ce musée, effectivement, j'écris des livres. Celui-là, c'est mon dernier, donc, Les années noires dans la vallée de la Fensch. Le 28e, si j'ai bien calculé. Le 28e livre, voilà. Livre que vous écrivez. Et donc, tous mes livres sont sur la Moselle, de toute façon. Et après, ça déborde. Des fois, j'ai écrit un bouquin sur le Front populaire, sur la période de 70 à 1919. Mais la plupart touchent, en fait, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a assez de matière. Alors, j'avais fait ce travail déjà précédemment pour Agodange, pour la vallée de la Fensch. Bon, entre-temps, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai fait un doctorat. Et donc, quand je suis sorti du doctorat, j'avais envie de faire ce travail sur un autre territoire, d'autant plus qu'il y avait des archives qui sortaient et qui étaient intéressantes et qui donnaient une approche différente de ce que j'avais fait précédemment. C'est-à-dire qu'on a maintenant accès à tous les jugements des tribunaux d'exception de l'épuration. Et ce qui était intéressant, et j'en parle pas mal dans le bouquin, c'est de connaître les motivations des gens, les parcours et les motivations des gens. Pourquoi ils ont basculé, on va dire, du côté de la bête immonde, et souvent c'est par opportunisme, et puis parce que ça dépend quand ils se sont engagés, mais souvent c'est très tôt, quand l'Allemagne elle gagne en fait. Donc le résultat de ce bouquin, c'est 480 pages.
plus de 600 photos et 10 ans de travail. 10 ans de travail parce que, bien sûr, les témoins, en fait, les témoins réels de l'histoire, ils disparaissent de façon évidente et inexorable, hein, donc ça, c'est comme ça. Donc ça vous a demandé un gros travail de recherche que vous avez fait auprès des archives départementales, que vous avez fait auprès des associations de citoyens, d'habitants. Oui, Comment est-ce que vous avez là, procédé? c'est vrai que j'ai commencé il y a 10 ans, donc les témoins, il y en avait encore, mais très peu. Oui. Et puis depuis 10 ans, il y en a pratiquement plus. Ou Oui. s'il y en a encore, c'est des souvenirs d'adolescents. Donc Oui. c'est pas la même histoire. Bien sûr. Donc j'ai beaucoup travaillé sur archives. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement des choses aux archives départementales. Nous, on a notre propre fonds, parce que ça fait donc plus de 36 ans qu'on écume la Moselle pour glaner des documents. Et puis il y a eu, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait des gens aussi qui ont travaillé sur la vallée de la Fensch, comme l'association Au fil du temps à Knutange, ou Michel Prince avec son association, ou mon ami Louis Druckenmüller qui avait récupéré beaucoup de choses. Donc eux, ils m'ont donné, ils avaient donc des documents qui m'ont mis à disposition, et notamment au niveau des photos, quoi. Mais les archives, c'est effectivement essentiellement les archives départementales, les archives de mairie aussi, quand on m'a ouvert les portes, c'est-à-dire pas partout, mais il y a eu des mairies comme Famec, comme Ayerange en dernier lieu, qui m'ont ouvert les portes de leur grenier, et il y avait des choses qui dormaient là, qui ont été assez intéressantes, notamment sur l'organisation du parti nazi. Et au travers de vos rencontres, comment vous avez élaboré ce livre? Je veux dire que au départ vous l'aviez en projet, mais ensuite j'imagine qu'il s'est enrichi au fur et à mesure de vos recherches. Oui, bien sûr, mais en fait, moi, j'avais déjà un plan avec mes autres livres, sauf que effectivement, il y avait des points qui m'intéressaient plus que d'autres, notamment l'engagement dans les formations allemandes, effectivement, comme je vous l'ai dit. Connaître les motivations des gens, faire le parcours des responsables politiques de la vallée. Aussi, il y avait des caractéristiques assez intéressantes qui concernaient la vallée. C'est quand même une vallée qui était cosmopolite. Donc, en effet, les autres populations, notamment les Italiens, c'était compliqué pour eux. Et puis, pour les Polonais aussi. Les Polonais aussi. Mais là, ça dépend si c'était des Polonais qui étaient venus pendant la guerre ou s'ils étaient venus avant la guerre. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Les Italiens, ce qui était compliqué, c'est qu'ils étaient à la fois, il y avait une partie qui était, avec le Duce, qui était avec l'Allemagne nazie, et puis il y avait aussi une autre partie qui était communiste et qui ont basculé la résistance, qui ont alimenté notamment un groupe qui s'appelle le groupe Mario, et en l'occurrence dans la vallée de la Fensch, ils étaient très très nombreux. Donc il y a eu plein d'aspects là, et puis on a parlé des expulsions de cette Moselle déracinée, mais en fait dans les vallées de la Fensch, elles étaient moyennement impactés par ces transferts par les expulsions notamment, parce que ils n'étaient pas fous les Allemands. Il y avait les usines qui tournaient, il fallait les faire tourner, et donc ils ont gardé les ouvriers, et en fait la répression, elle s'est faite surtout en 1943, quand ils ont envoyé notamment beaucoup de gens de la vallée de la Fensch de l'autre côté du Reich, c'est-à-dire en Silésie, dans les Sudètes, où il y a ce qu'on appelle maintenant les PRO. Donc c'était des gens qui avaient continué à manifester leurs sentiments français, et qu'on a envoyés dans des camps spéciaux pour la rééducation de la race. Ça veut dire, c'est tout un programme. C'est ce que ça veut dire. Il y en a eu beaucoup, de la vallée de la Fensch. Donc il y a tous ces points-là que j'essaie de mettre en lumière. Alors, donc, le livre, il est construit de façon un peu comme le musée, de façon chronologique et thématique, quoi. Voilà. Et surtout, il est alimenté de beaucoup d'images. Et aussi, ce que j'ai voulu aussi constituer, c'est les listes des victimes. Les listes des victimes, oui, c'est-à-dire aussi bien ceux qui étaient tombés en 39-40 que ceux qui étaient morts en déportation, qui étaient les malgré nous, évidemment. Et donc, là, j'espère constituer à peu près des listes qui sont un peu... il y aura surtout peut-être des oublis, mais globalement, je pense que ça sera bon. Mercredi dernier, j'étais tout content, là, le jour d'une permanence. Il y a un monsieur qui me parle de son grand-père qui savait qu'il avait été déporté à Dachau en partant de Knutange, mais il ne savait pas pourquoi. Et la réponse, je l'ai trouvée dans mon livre. J'étais très content de moi. Ah, mais j'imagine bien, c'est formidable. Puis bon,
c'est formidable aussi pour ce monsieur d'avoir réussi à retracer son histoire. Et puis, c'est vrai que tous ces gens ont vraiment des histoires extrêmement singulières. Et donc, il y a bien sûr la grande histoire, mais l'histoire personnelle de chaque être humain et chaque parcours humain qui s'est défini au travers de la grande histoire. Parce que, en fait, il y a eu beaucoup de souffrances de part et d'autre, donc on ne peut que se documenter et puis être intéressé par votre travail. Moi, je voulais également que vous puissiez présenter un petit peu le musée, que vous puissiez nous en dire un petit peu les horaires, comment vous joindre, etc. Et puis, ce qui m'intéresserait aussi dans une deuxième partie de questions, c'est de savoir si vous accueillez des scolaires, si vous accueillez des groupes. Voilà, dites-moi un petit peu plus, s'il vous plaît. Donc, comme je Merci. l'ai dit, on est installé depuis octobre 2021 ici. Donc 400 mètres carrés avec en fait c'est très chronologique, c'est-à-dire qu'on fait déjà une évocation de la première annexion pour surtout expliquer que ce qui s'est passé avant 14 c'est pas du tout la même chose qu'en 1940, hein, en 14 c'est un changement de nationalité, en 40 c'est un changement de régime politique en plus de la nationalité, hein. Et donc il y a le problème du nazisme, quoi. Donc on arrive. Alors notre musée est constitué alors il n'y a pas beaucoup de panneaux, vous voyez, il y a beaucoup de documents et d'objets originaux. Oui. Hein, et ils rentrent dans ce musée s'il y a une référence à la Moselle. Hein, il y a, je veux pas que ça, excusez-moi de parler à la première personne, mais c'est un peu moi qui suis un peu l'organisateur de tout ça. Évidemment. Mais en fait, il faut qu'on garde notre originalité. On a une histoire originale et qu'il faut expliquer. Hein, et donc, on ne veut pas qu'on ressemble à un musée qu'on pourrait voir en Normandie. Et si vous avez fait le tour, vous voyez que c'est pas spécialement guerrier. C'est-à-dire, c'est pas une collection d'armes, une collection d'uniformes. Il y en a. Mais il y a un coin école, il y a un coin commerce. Et puis on évoque un peu objets du quotidien. Voilà, et ça c'est le plus dur à trouver. Oui, bien sûr. Et puis, on évoque dans tous les cas de figure nés de l'annexion de nazi, hein, c'est-à-dire la germanisation, l'annexion, la germanisation, les expulsions, la nazification, la corporation de force, la résistance, la déportation, et on arrive à la libération, quoi. Donc, effectivement, nous, on propose des visites, alors soit libres, soit guidées. Quand c'est guidé, il faut avoir un peu de temps parce qu'on est tous passionnés et bavards. Parfait. Donc, c'est 2h30 minimum de visite. Sinon, en fait, on encourage les gens à faire 2 visites, une guidée et une libre. C'est la guidée parce qu'on vous pointe l'histoire et puis après, il y a tous les objets qu'on ne vous a pas montrés, quoi. Donc, nous, on est ouvert tous les mercredis matins parce que j'étais enseignant et donc c'était mon jour de lit où j'étais disponible, et le premier dimanche du mois. Et après, on est ouvert à la carte, c'est-à-dire que si vous êtes une association, un groupe, vous téléphonez et on s'arrange pour vous accueillir. Donc là, ça sera forcément des visites guidées. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, c'est notre jour d'ouverture. Donc les gens, ils se pressent là. Il faudrait peut-être leur laisser la place. Oui. Et effectivement, comme en plus de ce public adulte, on a un public scolaire. C'est-à-dire que depuis 3 ans, depuis qu'on est là, on tourne autour de 3500 visiteurs et la moitié, ce sont des scolaires. C'est-à-dire c'est essentiellement des CM, des cours moyens et des troisièmes. Et les CM, très bon public. Donc là, c'est 2h, 2h30 de visite où on peut les faire asseoir. Et il suffit de prendre contact avec nous. Le musée est gratuit. Pas que pour les scolaires, tout le temps gratuit. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis, je crois que tous ceux qui sont venus dans ce musée ont été surpris par les collections. Il y en a certains autour de moi là, qui l'ont découvert et voilà, se sont reprochés de ne pas faire assez de pub. Mais bon, il ne faut pas qu'on soit non plus débordé par l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce musée. Parce qu'on est une équipe de bénévoles, et donc on fait du travail de bénévoles, mais effectivement, on est passionné et il ne faut pas que ce musée soit un coffre-fort, il faut qu'il serve. Alors, en dehors d'ailleurs du musée, on a aussi un centre de documentation. Là, hier ou avant-hier, on a eu
eu 2 étudiants qui sont venus, donc un qui est à Lille, une autre qui est sur Paris et ils sont contents de nous trouver parce qu'au niveau de la bibliothèque, je pense qu'on a la plus belle bibliothèque qui existe sur la période faisant Moselle, Deuxième Guerre mondiale. Et puis on a toute notre documentation qui est importante, que les gens nous ramènent, ou qu'on trouve dans des marchés aux puces, dans des ventes, voilà. Et donc ce musée, c'est un outil pédagogique. C'est pas, c'est du tourisme si on veut, parce qu'on parle de tourisme de mémoire, mais avant tout, c'est un outil pédagogique qui doit être utilisé par tout le monde et effectivement par les enseignants. Ça, c'est primordial parce que la mémoire, elle passe par la jeunesse. Tout à fait. Alors, pour en revenir un petit peu au livre, je voulais savoir un petit peu en fait, là, vous citez quelques villages. Je voulais savoir sur quel territoire vous étiez basé. C'est Parce tous ces que... villages-là. D'accord, c'est tout. Il y a 11 villages qui sont de D'accord. Fontois à Ucange. Donc, D'accord. c'est vraiment, je suis parti de Fontois parce que la source de la Fenge, c'est Fontois. Et Ucange, parce que c'est la fin de la Fenge, quoi. D'accord. Donc, j'ai suivi le cours de cette rivière-là. Donc, ça fait 11 communes. Parce D'accord. qu'en fait, il y a des villages qui ont été rattachés par exemple, à Famec. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment dans le local, là, même dans le livre. Je ne vous parlerai pas du débarquement ou des choses comme ça. bien sûr. C'est vraiment de ce qui s'est passé sur ce territoire-là. D'accord. Voilà. Et toutes les photos, elles sont... toutes les photos, alors, concernent aussi des personnes. Je veux dire, il y a des portraits, des choses comme ça. Mais elles sont toutes liées à la vallée de la Fench. Ça, c'était... bon, donc, il y avait effectivement une belle documentation, moi, je pense. Et puis, en plus, l'éditeur Fench Valley, donc, qui est installé à Knutange, m'a fait même la qualité du livre, l'édition, elle est belle, quoi. Oui, j'ai vu. Oui. Eh bien, écoutez, Monsieur Velmout, je vous remercie beaucoup. Merci de vous intéresser à nous. Peut-être que vous allez, par cette émission-là, faire connaître ce musée dans votre vallée. Et ça nous ferait bien plaisir, parce qu'il y a effectivement dans les têtes encore des frontières qu'il faut casser, quoi. Nous l'espérons très fort, en effet, contribuer à ce partenariat, à cette mémoire qu'il faut refaire vivre, qu'il faut toujours faire vivre pour ne jamais oublier. Et puis, c'est vrai que nous vivons des temps suffisamment troubles pour devoir nous interroger. C'est un devoir actuellement de se documenter. Et moi, je vous remercie vraiment pour ce livre et pour le travail passionnant que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, et puis au plaisir.